Hello à toutes et à tous, on est hyper fiers, c'est la première fois qu'on inaugure notre studio vidéo ici à La Bonnette. Bienvenue Julio Della Noche. Merci beaucoup. C'est notre 6e épisode de In and Out. On est hyper contents, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait et ça y est, tu es avec nous aujourd'hui. On en aura plein d'autres qui arriveront, il nous en reste 5 à tourner. In and Out, c'est très simple, c'est un concept qu'on a imaginé avec la coloc Drag qui va se poursuivre après. L'idée en fait, c'est de discuter pendant 1 heure, un petit peu plus. Et l'idée, c'est de retrouver des entretiens sur YouTube. Les entretiens, ils se passent au début autour du drag, et donc plutôt de la pratique artistique du drag. On y voit à chaque fois le mannequin qui est habillé avec vos habits de lumière, qui raconte aussi quelque chose de votre histoire. Et puis doucement, dans l'interview, vous démaquillez. Et à ce moment-là, on passe dans quelque chose d'un peu plus intime, d'un peu plus autour aussi des questions de lutte, des discriminations et de tout ce qui doit encore aujourd'hui être vraiment remis en lumière. Donc aujourd'hui, on va faire exactement la même chose que les autres fois. On va discuter du drag et après on rentrera un peu plus dans l'intime. Donc on va démarrer avec toi Julio et merci d'inaugurer cet endroit dont on est très très fiers. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là et d'inaugurer cet endroit incroyable. Pour commencer, on aime bien démarrer par cette première question, c'est qui est Julio Della Noche aujourd'hui, c'est-à-dire en ce 24 avril 2026? Eh ben, séducteur, ça changera pas. Julio Della Noche, c'est l'incarnation de beaucoup de choses, de beaucoup de facettes de ma personnalité qui soit sont restées un peu dans l'ombre, soit que j'osais pas trop exprimer, du coup qui sont vraiment exacerbées. C'est le personnage qui m'aide à exprimer tout ça. C'est aussi le personnage qui me relie à mes racines espagnoles. Voilà. Il représente pas mal de choses. Et là, tu as dit le mot exacerbé. Est-ce que le drag, c'est un moyen aussi d'exacerber un peu des choses qu'on n'ose pas forcément faire sortir dans d'autres endroits? Moi, je vois notamment le drag comme des facettes de soi qu'on met en scène et du coup qu'on rend vraiment spectaculaire, quoi. Parce que tout part de soi, à chaque fois, bien sûr, mais on met un coup de projecteur dessus et on s'autorise tout aussi. Il y a beaucoup quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, moi, c'est l'audace de se dire que sur scène, avec mon perso drag, je peux tout oser. Enfin, voilà, ça libère énormément en fait. Et avec le public, parce qu'en fait, c'est aussi un moment où on montre une facette de nous en fait. Mm-hmm. Et ce rapport au public, toi, tu le ressens comment? Je pense que je suis assez proche de mon public. Enfin, j'aime bien en tout cas avoir cette proximité-là. Surtout vu les choses que je propose, bon, on en parlera et c'est littéralement tout ce qu'il y a là. Voilà, les cartes seront là parce que je fais notamment le tirage de cartes et moi j'aime beaucoup la proximité one by one, avoir des échanges authentiques et vulnérables avec les gens. J'ai un peu plus de mal avec les groupes pour le coup, je suis très pareil, ou après les shows j'aime bien soit aller voir des petits groupes de personnes, soit discuter avec une personne par-ci, une personne par-là. Nous, quand on t'a connu, c'était sous le personnage Luna Sangré, oui. Qui était un personnage plutôt sorcière. Mm-hmm. Et justement, ce qui est assez drôle, c'est qu'on t'a demandé, à chaque fois, on vous demande de venir avec des objets qui vous tiennent à cœur et qui vous représentent. Donc là, il y a à la fois le mannequin qui représente un peu l'évolution de ta pratique aussi drag et de tes différents personnages. Autour de nous, on a justement plein de choses autour de l'oracle, de l'astrologie, des cartes. Est-ce que Luna Sangré, c'est ce qui t'a donné envie de démarrer un peu tout ce qui est autour du tirage de cartes? En fait, je tire les cartes depuis un moment, même depuis... si je faisais déjà du drag. Mais c'était juste pour moi au départ. D'expérience en expérience, parce que voilà, j'ai eu pas mal d'expériences spirituelles, disons, qui m'ont fait dire que peut-être ça prenait plus de place dans ma vie que ce que je pensais. Partager ou non, d'ailleurs, ces expériences. Et puis ensuite, j'ai fait des tirages pour mes proches, pour mes amis et tout ça. Et après pour ma famille, et il y a eu notamment cette réunion de famille où vraiment je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup de gens parce que j'ai fait des tirages de cartes à tout le monde toute la journée. Et je pensais pas, en fait j'avais juste pris ça en mode bon, si jamais un jour, parce qu'on était parti sur le week-end je crois, il y a un jour où il avait pas fait beau et on était en plein été, du coup voilà. Fallait s'occuper. Voilà, c'était ce truc de bon, je me ferai des tirages à moi et si quelqu'un en veut. Et puis en fait, ça n'arrêtait pas. J'avais ma tante, et puis après j'avais ma mère, et puis je me suis dit, ok, d'accord. Voilà, donc oui, puis je me suis rendu compte que ça pouvait apporter des clés vraiment aux gens, que en fait, tout ce que je souhaite, moi, c'est pas de dire
il va t'arriver ça, voici la réponse à ta question. Forcément, c'est juste, écoute, voilà mon éclairage sur la situation, voilà ce que je reçois comme message. Ça t'aide, tant mieux, ça t'aide pas, tant pis. Genre, j'impose rien, je laisse vraiment le libre arbitre aux gens et leur libre interprétation et de recevoir les choses comme ils le veulent, quoi. On parlait de Luna Sangre, puisqu'il y a eu une évolution entre Luna Sangre et Julio de la Noche. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage de Luna Sangre à Julio de la Noche d'aujourd'hui? Luna Sangre, ça a été mon premier personnage drag que j'ai créé en septembre 2019. Voilà, première scène, septembre 2019. Et puis, c'est marrant parce qu'arrivé à Poitiers, du coup en 2021, c'était toujours Luna Sangre, mais j'avais eu l'envie de créer un personnage plus masque, plus king, plus tout ça. Et la première sortie que j'ai fait en drague à Poitiers, au final, c'était en Julio. Ah ouais, c'est drôle ça. Bah ouais, quand on a fait nos happenings Place Notre-Dame la première fois, c'était Julio. Donc en fait, il était déjà là, il était pas loin, quoi. Oui. Il est né un peu sur un coup de tête, en mode « Oh tiens, vas-y, on va essayer le king aujourd'hui », et puis pouf. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lâcher un peu, on va dire, le personnage de Luna Sangre et d'accueillir pleinement Julio de la Noche? Je pense que c'est d'en avoir fait le tour. Au début, oui, en effet, j'avais cette esthétique très witchy, tout ça. Et puis ensuite, je me suis un peu ouvert à d'autres esthétiques parce que j'avais l'impression que je tournais en rond. Et moi, vraiment, genre, si je suis artiste, c'est pour explorer constamment. Et tout ce qui m'angoisse et que je déteste, c'est de me dire que je vais faire toujours la même chose et que je vais tourner en rond et que je vais pas m'épanouir, en fait. Parce que, alors, pas besoin d'avoir de la nouveauté tout le temps, forcément, mais que ce que je fasse, que je crée, ça me nourrisse, tu vois. Et quand c'est pas le cas, ça vient me ronger de l'intérieur. Et j'ai eu un peu ce truc-là, c'était il y a 2-3 ans, je crois, où là, du coup, Luna Sangre a pris un nouveau virage, où je suis allée vers le clown, vers le club kid, vers tout ça. Et puis après, c'était un événement pas très joyeux, disons, qu'on a fait, je crois que c'était après la première Supernova, et que du coup je me suis démaquillée et au moment de me démaquiller j'ai eu la pire crise de dysphorie de ma vie. Je me suis dit ok, bon, d'accord, donc je ne supporte plus de me voir femme dans le miroir. Donc il est temps que ce personnage meure et disparaisse pour renaître sur un autre personnage. C'est ça. Voilà. Et du coup l'année dernière, il y a quasi 1 an, c'était en mars, je lui ai dit bye bye après en avoir longuement parlé avec mes amis, avec mes copaines de la coloc bien sûr, et mes amis autour de moi et tout ça, me dire qu'est-ce que j'en fais de cette information de... Enfin tu sais, j'ai vraiment eu l'impression que tout s'effondrait, que je perdais mes repères et à quoi me raccrocher. Bien sûr. Et en fait si, Julio il avait toujours été là et c'était la fin d'un cycle et c'est vrai que ça a été assez douloureux, mais en même temps nécessaire et révélateur, je pense. Voilà, ce qui a fait que personnellement aussi, il s'est passé des choses, que je suis là où j'en suis aujourd'hui finalement. Dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est ça aussi la force de la coloc drag et de son entourage, c'est dans des moments comme ça, c'est de pouvoir compter sur cette famille en fait. Oui, et ma famille choisie, elle est trop importante. Parce que c'est assez rigolo, on a fait un podcast avec le Poitiers Film Festival, on a parlé de faire famille. Et quand j'ai écrit faire famille ce matin, je me suis dit finalement la coloc drag, c'est une façon de faire famille. Clairement, oui. On était des amis au départ et puis en fait on a noué des relations tellement fortes que oui, on est une famille. Tout à l'heure tu disais que t'es artiste et que justement ne pas s'arrêter, c'était une des questions que j'avais écrites, c'est justement, pour moi je trouve que c'est la force aussi du drag de ne pas s'arrêter sur un seul personnage et permettre aussi d'explorer d'autres personnages, même d'autres facettes de son personnage principal. Qu'est-ce que ça apporte le drag justement sur le fait de multiplier des facettes d'un ou de plusieurs personnages?
c'est fun. Un terrain de jeu immense, déjà. De jeu, je reprends le terme de tout à l'heure, mais d'exploration. Julio, c'est un aventurier. Et l'imagination, quoi. En fait, elle est débordante, Oui. c'est ça qui est génial. Oui. D'exprimer son imagination, d'exprimer les choses comme on le souhaite aussi, de sortir des carcans. Tu vois, moi, genre, je viens du théâtre de base et j'ai appris que un personnage, un texte, point. Et là, genre, non, tu fais ce que tu veux. Et c'est très chouette. Ouais. Ouais, je trouve que c'est ça qui est super beau avec le drag, c'est que c'est pas seulement lire un texte, c'est pas seulement apprendre un texte et le restituer sur scène. Il y a le DIY des costumes, il y a le make-up, il y a les personnes avec qui on joue, en tout cas on se présente sur scène, il y a les lumières, il y a la musique. C'est un tout en fait. Et presque vous êtes directeur artistique de vos shows, quoi. Oui. Moi, j'aime bien ce côté pluridisciplinaire couteau suisse. Beaucoup, ouais. Du coup, j'ai fait notamment une école d'art du spectacle où le cursus était pluridisciplinaire. Je faisais déjà du drag à ce moment-là. Je me suis dit, ok, peut-être je vais pas faire que du théâtre dans ma vie, du coup. Et puis le drag m'a aidé à ça, tu vois, genre le fait de me dire, ouais, je vais chanter sur scène, et puis le lendemain, peut-être je ferai un lip sync, et puis après je vais lire un texte. Enfin, genre, tout est possible, tout est imaginable, et tout est réalisable aussi, parce que ça aussi, c'est important à rappeler qu'on peut faire du drag à partir de rien. Enfin, vraiment, drag et crafty vont très bien ensemble. On n'a pas besoin non plus d'avoir fait 5 ans, 10 ans de théâtre. Ou de danse. Ou de danse. Non, sincèrement, c'est accessible à tous. Le truc, c'est juste d'oser se lancer. Et après, la vie fait bien les choses. On rencontre les bonnes personnes et tout ça. Et il y a une forme de libération de quelque chose aussi quand on monte sur scène pour faire du drag. Oui. Oui, surtout, du coup, moi, en tant que personne queer, se réapproprier des espaces, prendre la parole, alors que je fais partie d'une partie de la population qu'on n'écoute pas, pour qui on s'exprime, pour qui on croit tout savoir, mais on laisse pas trop la parole aux concernés, quoi. Et le drag, c'est aussi un espace de réappropriation et d'expression de soi, aussi politique, bien évidemment. Sur scène et devant du public. Oui. Pas que, parce qu'en soi, il y a des personnes qui font du drag uniquement sur les réseaux sociaux, tout ça, mais moi, je sais que sans la scène, mon drag n'existe pas, mais je pourrais pas me dire non, allez, j'arrête la scène. Non. Non. C'est trop ancré dans mon histoire pour que je me dise oui, je fais du drag, mais ouais, non, plus sur scène. Oui, ton rapport au public, il est trop important aussi pour... Parce que c'est une forme de partage sur les réseaux, mais c'est pas le même partage. Tu vois pas directement le ressenti des gens. Oui, c'est ça, c'est magique. Je sais pas. Et d'ailleurs, tu as un peu des retours de public qui viennent te voir à la fin des shows. Parfois. Oui, et ça fait chaud au cœur, surtout quand je fais une performance qui est très vulnérable pour moi, ou admettons, c'est souvent quand je chante en vrai, que soit je vais réécrire une chanson et que ça aura un sens particulier pour moi, ou que je choisis telle chanson qui évoque des émotions. Enfin, voilà, dans tous les cas, mon drag est très relié à mes émotions. Je crée avec, je partage mes émotions, je souhaite provoquer des émotions chez les gens, bousculer les mentalités aussi parfois, selon ce que je propose sur scène, bien sûr, mais... Dans tes multiples talents, dans les multiples talents, tu as aussi le chant. Tu viens d'en parler. Tu donnes aussi des cours de chant. Oui, le chant, ça prend quelle place dans ton travail quotidien ? Eh ben, assez importante parce que je suis un prof qui a une prof. Ça, c'est important. Oui. C'est comme les psys qui ont des psychologues. C'est ça. Genre, j'ai une coach vocale aussi, et du coup, j'essaye même si j'ai des journées chargées, tu vois, de chanter tous les jours, de me lancer des défis, en fait. Et je pense qu'elle est très importante, la place du chant dans ma vie. En tant que prof, sur scène, en drag ou pas, voilà, j'essaye de prendre un peu plus confiance en moi parce que c'est facile, disons, en drag pour moi de chanter.
Mais quand c'est Adriel et plus Julio qui montent sur scène, c'est différent. En out of drag, c'est différent, c'est plus difficile. Et ça t'apporte quoi le chant? Ça me fait tellement bien. Ouais, c'est... justement, on parlait de choses qui nourrissent, ça me nourrit énormément. Ça me permet de me relier aussi à moi enfant, où je chantais beaucoup, où j'inventais des chansons comme ça, je réécrivais des trucs. C'était rigolo avec ma cousine. Non, c'est une façon d'exprimer les choses comme je peux pas forcément les exprimer à l'écrit ou encore moins à l'oral. Et t'as toujours chanté? Ah oui. Depuis tout petit. Je faisais des shows devant mes parents quasiment tout le temps. Vraiment. Les spectacles? Oui. Mais pareil, je me suis rendu compte aussi que je faisais du lip-sync depuis très jeune aussi. Je sais pas conscience que c'en était, mais tu sais, genre quand il y avait une musique à la radio que j'adorais, je montais le son à fond et puis c'était showtime, quoi. Mais oui. J'ai toujours été un enfant qui fait le show. Et du coup, par la danse, par le chant, par tout ça, quoi. J'aurais envie de parler d'un autre personnage, puisqu'on a parlé tout à l'heure de ces shows. Il y a notamment le show XXL qu'on adore à Poitiers, que vous faites à votre QG qui est au local. À Halloween en 2025, c'était Samy de Scooby-Doo. Ah là là. Pourquoi ce personnage qu'on adore à Quartier Libre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, on s'est dit, ok, on fait le Scooby Gang. Et dans la team Scooby, il y a qui? Il y a Scooby-Doo, il y a Vera, il y a Daphné et il y a Samy. Et quand on a réfléchi à qui pouvait faire quoi, c'était assez évident. Et puis justement, je me suis dit, ah, ok, d'accord, tiens, on va explorer une autre facette de mon King. Parce que Samy Cunty, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ça m'a demandé un truc de création de personnage au final, à partir de mon personnage. Et c'était juste très très fun, j'ai adoré. Ça m'a mis aussi sur un registre plus comique, ce qui n'est pas ma zone de confort aussi, et j'adore élargir ma zone de confort. Donc Samy, j'ai adoré jouer Samy, c'était juste très fun de pousser la cuntiness au maximum et d'être là en mode... Voilà, et aussi de donner une nouvelle, nouvelle apparence et une nouvelle vibe à ce personnage qui est un peu, pas mis de côté, mais un peu secondaire dans les Scooby-Doo, alors il fait partie de la team principale. Et oui, ok, tu le vois manger, tu le vois être maladroit et tout ça, mais et si Samy était genre une icône trans non-binaire, et si il était hyper queer, et si, enfin tu vois. Hyper séducteur. Voilà, du coup je me suis un peu posé ces questions-là et je me suis amusé à explorer ça et à l'exprimer, à l'incarner. Et ouais. Et ta zone de confort quand tu fais des shows drag, c'est autour plutôt du chant? C'est quoi exactement ta zone de confort totale dans lequel vraiment tu te sens parfaitement à ta place? Si je cite un artiste, c'est Julio Iglesias, du coup. Sincèrement, parce que de base, Julio, c'est le Don Juan, le Casanova, tout ce que tu veux. Du coup, oui, l'essence, l'origine et ma zone de confort, le noyau, c'est vraiment ça. C'est ce truc où, là, t'es sur scène, tu fais une perf où tu vas devoir séduire le public. Très bien. C'est pour moi. Bonsoir. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ton déclic, le moment où tu t'es dit j'ai envie de faire du drag? Alors, moi j'étais à Bordeaux et j'avais déjà rencontré des drags. En fait, j'étais encore en train de faire mes études et tu sais, je faisais des études artistiques, art du spectacle, tout ça. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire mes petites expériences et d'aller voir des shows et tout ça. Et il y avait des drags qui cherchaient des figurants-figurantes pour leur court-métrage. Alors c'était avec des drags, non c'était pas un court-métrage de drague, mais c'était avec des drags dedans. Et oui, du coup j'ai vu ces drag queens en l'occurrence sur haut talon comme ça en mode bonjour. Mais c'était pas la première fois, je pense que la première fois c'est au bar, dans un des bars à Bordeaux aussi que j'ai vu une performance drag et je me suis dit oh waouh, ok, sur scène c'est vraiment quelque chose. Et j'aimais déjà énormément la scène, du coup je t'ai dit j'ai commencé dans le théâtre. Mais là c'était encore différent.
et ouais, je pensais pas que juste faire du playback sur scène, ça pouvait être aussi émouvant et incroyable. Même si bien sûr le drag ne se résume pas à ça, mais la première performance que j'ai vue était une performance lip-sync. Et c'était magnifique, quoi. Vraiment l'émotion, la tenue, bien sûr, tout le personnage, la gestuelle, ça m'a un peu fasciné. Et puis, je me suis un peu rapproché de cette communauté. J'allais voir les viewing parties de Drag Race. Alors, je sais plus quelle saison, hein, sincèrement. Et puis, au fur et à mesure, bah voilà, j'ai rencontré une personne qui est devenue ma maman drag. Et puis, voilà, qui, du coup, elle s'est lancée dans le drag et moi, je l'accompagnais. Et c'était l'été, après l'été, genre du coup, fin août, elle m'a dit, bon, écoute, là, pendant elle a fait les vendanges, je crois. Pendant la saison, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que ça te dirait qu'on crée notre house? Je lui ai dit, mais attends, mais en fait, moi, je fais pas encore de drague. À l'époque, hein, je savais pas me maquiller. Je sais pas me maquiller, je sais pas cool, je sais rien de tout ça. J'ai juste fait, ok, j'ai fait 10 ans de théâtre. Et alors, elle me dit, bah oui, bah, c'est très cool comme base. Et puis, on s'est lancé comme ça. Et quelques semaines plus tard, la house était créée. Alors, éphémère, hein, elle a duré un an ou deux, je crois. mais voilà, j'étais dans ma première famille drague. Et puis c'était parti, quoi. Trop bien. Et alors, une maman drag, ça représente quoi Une maman drag, c'est une personne qui t'aide, qui te conseille, qui t'aide à te maquiller, tout ça, ou voir qui fait ton maquillage, qui t'apporte plein de choses, en fait. J'étais pas forcément, au final, très proche de cette personne. Et je sais pas si on peut dire qu'elle a rempli ce rôle de mère à 100%. Mais en tout cas, elle m'a beaucoup aidée. C'est vrai que pour mes premiers shows, c'est elle qui me faisait le maquillage et tout ça, parce que moi, j'étais au niveau 0-0, quoi. Genre, j'ai fait des maquillages d'Halloween et puis point. Pareil, quand ma tante, elle m'offrait, admettons, du make-up à Noël, genre, je m'en servais pas. Je voyais pas trop l'intérêt, genre, je me maquillais pas du tout. Et de me dire, ok, donc on passe de ça à full make-up, allons-y. Donc ça a été un sacré apprentissage. Et oui, non, elle m'a aidé, m'a soutenu, bien sûr. Du coup, on a fait une soirée ensemble pour inaugurer la house et tout. Mais ouais, voilà. En tout cas, une maman drague est là pour accompagner et apprendre quelques tips, quoi. Oui, pour le coup, on n'était pas hyper proches, mais oui, c'est ça. Et après, y a les mamans drague qui sont vraiment des mamans en mode famille choisie, où là, voilà, ça peut être une personne qui loge, qui aide financièrement, tout ça. Enfin, ça, voilà. Mais la maman drague, artistiquement, oui, c'est une personne normalement avec qui tu es assez proche et qui t'apprend des choses. En fait, il y a ce truc de transmission, de pédagogie, qui est pour moi essentiel dans le rôle de la maman drague. Et qui t'accompagne à la scène, quoi, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. On parlait tout à l'heure de Poitiers, puisque nous sommes à Poitiers, ici à la Bonnette. Donc, toi, tu étais à Bordeaux, et puis il y a eu Poitiers, et il y a eu la naissance de la coloc drag en 2021, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et tu fais partie des membres fondatrices de la coloc drag. Mais il paraît. Bravo, bravo. Est-ce que toi, tu peux nous raconter ton récit de la naissance de la coloc drag? Ça a commencé comment pour toi? Il va sûrement y avoir des choses similaires à ce que nous a raconté Tata Calo, bien sûr, mais on a envie de t'entendre. Et puis pour ceux qui tomberont sur cet épisode 6, évidemment, et comme ça, ils auront un petit peu toute l'histoire. Et je dirais comme un coup de poker / une idée comme ça en mode oh venez, on est en coloc, on fait du drag, on crée une house et on l'appelle la coloc drag et ok. C'est venu suite au fait que du coup j'ai rejoint cette colocation avec du coup 2 artistes drag et en fait on faisait énormément de projets et ça s'est un peu posé là comme une évidence, c'est-à-dire que je suis arrivé officiellement fin mars et fin mai on s'est dit oh tiens, allez, on concrétise un peu ce qu'on a dans la tête et on fait du drag de façon plus déjà ensemble au lieu d'avoir des petits projets par-ci par-là. Et en plus on en avait quelques-uns des projets ensemble déjà, du coup ça faisait sens. Et en plus maintenant qu'on vient d'emménager, tout ça, enfin tout s'est un peu enchaîné de façon très très logique. Même si de base c'était une idée genre piou, allez on fait une house, let's go. Voilà.
Et puis de voir qu'aujourd'hui c'est devenu une grande famille et qu'on va avoir 5 ans, j'en suis tellement fier et heureux. Et une institution poitevine, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Et pourquoi Poitiers? Parce que c'est un choix finalement d'adoption, quoi. Pourquoi Poitiers? Eh ben, c'est une bonne question parce que moi j'ai de la famille qui a fait ses études à Poitiers et je m'étais dit mais jamais je vais à Poitiers. Enfin, voilà, genre c'est. Après bon, j'avais vu que le quartier étudiant, CHU, tout ça, donc bon, c'est pas hyper fancy. Et puis en arrivant, finalement j'ai visité, j'ai vu le centre-ville et tout ça. Et puis on est resté. J'ai envie de dire, ouais, c'est ce truc de c'est la ville à taille humaine, les contacts qu'on s'est fait, les rencontres qui sont devenues des amis et après la famille. Enfin, genre. Et un accueil aussi de Poitiers avec Bien sûr. Oui, des je pense endroits. que c'est ça aussi, parce qu'à Bordeaux c'était un peu compliqué sur la fin. Et là, on avait une ville qui nous accueillait à bras ouverts et aussi, ouais, c'est. Enfin, quand on a fait du coup ce premier happening, on savait pas trop à quoi s'attendre. On a été, j'allais dire encensé, mais un peu, oui, sincèrement, tellement bien reçu. Et on a vu tout cet amour, on s'est dit, ah, ok, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Et on va rester. Sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre. Alors si, il y avait... en fait, c'est que voilà, c'était la fin des confinements, période Covid et tout ça. Du coup, les collectifs s'étaient mis en off, mais la cabinet existait déjà. La cabinet d'ailleurs que j'embrasse parce que je les aime fort. Et qui nous ont beaucoup apporté. Et voilà, qui était un peu en pause parce que Covid. Il y avait, du coup, qui n'existe plus actuellement, Maison Erreur 404. Et pareil, voilà, dont les membres ont fait leur petite vie. Mais du coup, il y avait déjà quand même du drag. Voilà, on n'arrivait pas de nulle part. Et ça, c'est important aussi que je le dise, c'est qu'on n'a pas tout créé de zéro. Genre, non, vraiment, juste on a pris un relais, pris un flambeau. Et puis après, on a créé autour, construit autour. Mais on n'est pas à l'origine du drag à Poitiers, pas du tout. Et oui, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est chouette aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a d'autres collectifs qui commencent à naître et qui se multiplient. Et ça fait hyper plaisir à voir. Oui, parce que pendant un moment, il y avait ce truc de si tel artiste était en guest ou si tel artiste était avec nous pour un événement ou quoi, tu fais partie de la coloc drag. Non. Et je suis ravi qu'il y ait d'autres collectifs qui soient nés, qui s'épanouissent. C'est super, oui. Oui, plus de drague à Poitiers, bien sûr. Carrément. Ça aussi, c'est une forme de militantisme en fait dans une ville. Oui, de ouf. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution entre la coloc drag du début où vous faisiez des shows improvisés sur la place du marché, devant les bars, à aujourd'hui où on vous retrouve sur des grosses scènes, dans des maisons de quartier qui vous accueillent les bras grands ouverts. Tu peux nous parler un peu de cette évolution? On a commencé en effet un peu from scratch, quoi, d'avoir aucune garantie que ça allait être bien accueilli. D'ailleurs, on a fait un happening place de la mairie et on n'a jamais refait depuis. Entre place de la mairie et place Notre-Dame, c'est quand même pas pareil en termes d'accueil du public et tout ça. On n'était que 3 à la base, et du coup, on a fait beaucoup de choses tous les 3 et ça devenait un peu trop, c'est-à-dire que on rencontrait tel asso ou telle personne ou tel machin, et il fallait gérer et les mails, et trucs, et bidules, et les projets, et les shootings, parce qu'on s'était dit, ok, chaque année, on fait plusieurs shootings photos avec des thèmes et tout ça. C'est-à-dire que ça fourmillait de projets, mais qu'on n'était pas assez pour tout gérer, et c'était devenu bien trop. C'était devenu bien trop de charge mentale, bien trop de responsabilités. Et puis aussi, entre-temps, on a rencontré des personnes formidables, finalement, et c'est en 2022 qu'on s'est dit, allez, ok, on ouvre les portes. D'accord, venez, rejoignez la coloc, avec plaisir. Et voilà, et puis ensuite, il y a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints, et puis voilà. Et maintenant, vous êtes combien à la coloc drag? Maintenant, on est 10, parce qu'il y a eu des départs et des arrivées. Du coup, on est 10. Ce qui est quand même que des numéros 10 dans la team, quoi. Exactement. Finalement. Voilà.
Est-ce que tu arriverais à nous dire ton meilleur souvenir d'un des premiers événements qui s'est déroulé avec la coloc drag, genre quelque chose qui t'a vraiment marqué? Oh, bah quand même, la petite fête de Zo, hein, à Zo Prod. Hein. C'est le premier show sur une vraie scène à Poitiers. En plus, vraiment, on a eu un contact comme ça parce que, ben voilà, il y avait tel groupe qui s'était, comment dire, c'est quoi le terme? Désisté? Désisté, merci. Au dernier moment, et du coup, on a eu 4 jours pour créer un show. C'est le moment aussi où on a accueilli au final, les premières personnes à la coloc avec nous, de se dire bon, bah cette fois, on fait un show avec des guests et on n'est pas juste nous. Parce qu'on avait déjà fait en soi quelques happenings avec des guests, mais tu vois, entre happening et un show sur scène, ça n'a rien à voir. Et non, c'était magique. Pas surtout le moment où on est arrivé, on a fait notre petite choré et les gens nous ont hués parce que genre c'est quoi ça sur scène. Et à la fin de la musique et à la fin du show surtout, vraiment les gens étaient on fire, tu vois, ça fait trop plaisir de se dire ah bon, ok, on a posé notre pierre à Zo un peu. Et ouais, non, la petite fête de Zo, ça a tellement surpassé ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on pouvait projeter sur cette soirée. C'est marrant parce qu'elle revient beaucoup cette soirée dans les anecdotes. Sinon, j'allais dire le premier happening parce que tu vois, j'ai pu monter sur une table et c'était ok. Non, ouais, ce côté un peu wild, vas-y, on fait ce qu'on veut, on fonce et l'énergie de la sève des nouveaux départs, tu vois, vraiment. Ouais, du nouveau, quoi. Genre, ça y est, on partage ce qu'on fait, quoi. Mais ouais, non, la petite fête de Zo, c'était notre mon premier show sur scène. Vraiment à Poitiers, et c'était symbolique et quelle soirée. Quelle soirée. Et Zo, vous y allez encore? Bah oui, écoute, c'était quand il y a eu un événement. Alors je n'ai pas pu y aller parce qu'au même moment j'étais à la débauche à Angoulême, mais il y avait un événement il y a pas très longtemps, une sortie d'usine. Je sais que Calvo, Teddy y était et tout, et que c'était hyper fun apparemment. Et c'est ça, c'est intéressant parce qu'avec maintenant la coloc, il n'y a plus seulement Poitiers, il y a Angoulême beaucoup quand même, vous allez beaucoup à Angoulême, Toulouse peut-être, en tout cas il y a aussi d'autres villes, donc ça veut dire que la coloc n'est plus qu'à Poitiers, quoi. Ah oui, bah oui. Bah de toute façon, même à la base, un des trucs pour lesquels on a été connus, c'est notre voyage jusqu'à Marbourg. Et donc dès le début, finalement, on avait genre, piou, allez hop, on va en Allemagne. Et on est passé par plein de villes en France pour interviewer des artistes drag extraordinaires. Mais ouais, il y a eu ce truc de... en fait, la coloc, oui, ça a commencé à Poitiers, mais ploup, 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 on va là où on nous appelle. Et aussi on connaît pas mal de copains grâce à ce voyage jusqu'à Marbourg et pas que. Les réseaux sociaux aussi finalement, de gens avec qui ça match aussi. Moi j'ai eu la chance de faire la RID, la rencontre intercollective drag, où j'ai rencontré des artistes drag de partout en France, et du coup des liens qui se sont créés et tout ça. Et donc oui, on va un peu partout ma foi, et c'est chouette. C'est très cool. Je vais t'inviter à commencer à te démaquiller. C'est le moment où on va rentrer un peu dans justement l'intime, puisque c'est ça, in and out. Et j'aime bien parce que tout à l'heure, tu as dit justement que il y avait plein de personnes qui n'étaient pas mises en lumière, ou alors des personnes parlaient pour elles. Nous, à Quartier Libre, c'est très important de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas. Et la coloc, ça en fait partie, bien évidemment. Mais in and out, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, à ce moment de l'interview où il y a un début de démaquillement, je sais jamais comment le dire ce mot, mais démaquillage. Je crois. Voilà. C'est un peu l'idée de rentrer un peu plus dans l'intime, dans les questions de lutte, etc. Mais avant qu'on démarre sur ça, pendant que tu démarres et que tu prépares un petit peu tout ça, est-ce que tu peux revenir sur ce voyage à Marbourg? Parce qu'en fait, on en parle très peu à chaque fois. Et c'était un peu le début et c'était quand même un super voyage. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce voyage, quoi? C'est étrange de se démaquiller en étant juste assis comme ça. Bonsoir. C'est toujours le moment un peu difficile, mais après tu vas voir, tu t'y habitues. Alors, ce voyage à Marbourg, qui était du coup soutenu par la mairie à l'époque, et c'était créé et plébiscité par la mairie. Ça a été un peu un pari de se dire, allez,
Bah pourquoi pas en fait parce que bah ouais on est VG, on est queer, on est drague et si des dragues partaient dans la ville jumelée avec Poitiers. C'est ça, c'est les fameuses histoires de jumelage où on comprend pas trop exactement ce qui s'y passe, mais en fait il y a des voyages qui sont possibles quoi. Bah c'est ça et j'avoue que jusqu'ici je savais pas du tout que ça existait et on s'est dit bon bah ouais c'est l'occasion déjà de vivre une aventure incroyable et elle était incroyable et de faire des rencontres et tout ça et de juste bah du coup dépasser ce truc de ah on connaît telle personne sur les réseaux, bah non là on va les rencontrer, on va les interviewer, en plus c'est l'année où la Hongrie avait posé sa zone anti-LGBT. D'ailleurs très récemment ils ont enfin été condamnés pour ça. Ah, merci. Il était temps, au bout de 5 ans. Mais du coup, oui, c'était aussi pour rencontrer des artistes drag. Et du coup, à travers ce documentaire, j'ai enlevé mon chapeau. Je fais rouge en dessous. Se dire, c'est quoi être artiste drag aujourd'hui en France? Est-ce que c'est considéré comme un métier? Où en sont les droits pour les personnes queer et tout ça? Voilà, c'est un documentaire en même temps de sensibilisation artistique et politique. Bien sûr. Voilà. Parce que c'est très lié de toute façon. Oui. Et ouais, non, ce voyage était oufissime. Moi, j'ai mes petits coups de cœur, bien sûr. Hein. Strasbourg, je vous embrasse fort, je vous aime. Voilà. la commune strasbourgeoise, énorme coup de cœur. Génial. Mais ouais, non, c'était l'occasion de se lancer un défi, de vivre une expérience assez unique. Et puis, on a fait du drag à Marbourg pour les... je sais plus, le bicentenaire, je crois. Wow. Il y avait le chancelier, genre, et la pluie. Et beaucoup de pluie. Et Calo avec son anglais à l'époque approximatif de You're a sugar public, put the pillow above your head. J'étais en mode oh là là. J'adore. C'était un peu magique. Et qu'est-ce qui est ressorti un peu de ce que vous avez récolté comme témoignage parce que bon, c'était déjà il y a 5-6 ans, c'est ça hein? Eh ben, c'était 2021. On est parti en Okay. Septembre 2021. Et donc en plus ça a dû réévoluer ou se dégrader, ça dépend où. Mais qu'est-ce qui est un peu ressorti de ces témoignages? Ce qui est ressorti assez globalement, c'est le drag n'est pas considéré comme un métier. On est toujours extrêmement en danger et ça, c'est malheureusement toujours le cas. Les personnes queer, on nous écoute pas et on est genre vu comme des marginaux marginales, des personnes qui dérangent parce que on sort des codes, parce que on rentre pas dans la norme, tout ce que tu veux. Et que aussi, selon les villes aussi, c'est compliqué de faire sa place en tant qu'artiste drag dans une ville. Au niveau des lieux qui comprennent pas forcément, qui font pas confiance, qui ne donnent pas de financement, sont là en mode si vous avez une boisson et un petit bout de scène, c'est ok. Et toi, t'es en mode, c'est mon métier, genre. Non. Non, ça ne suffit pas. C'est ça. Mais ouais, en même temps, parfois, on est obligé de faire des sacrifices pour débuter, quoi. Et pour se faire une place, en fait. C'est ça, quoi. Est-ce qu'il y a des villes où il y avait des grandes différences? Je sais que Nancy, à l'époque, Moonlight était un peu solo. Aujourd'hui, elle a sa house et extrêmement fière parce que je vois comment ça évolue, comment ça grandit, ça s'épanouit et c'est très chouette. Mais ouais, non, je me souviens que Nancy, c'était particulièrement compliqué. D'ailleurs, on avait fait la première Pride de Nancy, tu vois. Waouh. Très encadré, d'ailleurs, genre avec les forces de l'ordre et tout. C'était un mood. Mais ouais, non, c'était... Oui, à l'époque, ouais, ça m'a marqué. Nancy, ouais, c'était compliqué. Oui. Et des villes où justement c'était très ouvert et où il y avait beaucoup de possibilités? Très ouvert, c'est un grand mot, mais notamment une ville comme Strasbourg, la grande ville forcément. On est passé par Paris aussi, la capitale, voilà. Où là, pour le coup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de lieux et tout ça, mais en même temps, il y en a certains qui ferment aussi parce que la répression de partout. Je te dis Paris, c'est la capitale, c'est la grande ville, tout ça.
il n'y a pas moins de violence, il n'y a pas moins de... Au contraire, parce qu'il y a plus de gens. Mais ouais, non. Enfin, petite ou grande ville, ou même village, ou genre... Peu importe, partout, malheureusement, les queerphobies sont généralisées, quoi. Et tu arrives à suivre un petit peu l'évolution de toutes les personnes que vous avez rencontrées, ou il y a des personnes avec qui vous avez perdu un peu contact Sur notre voyage jusqu'à Marbourg. Il y a certaines personnes qui ont arrêté le drag entre-temps, et c'est ok. Mais sinon, ouais, non, moi j'aime bien... je les suis toujours, en fait. Du coup, j'aime bien les voir dans mon feed et voir à quel point il y a le slay, quoi. Aujourd'hui, c'est un jour un peu exceptionnel. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, en fait, mon testoversaire. Bonsoir, je n'ai pas une voix comme ça, naturellement. Dommage, j'aurais dû le faire une fois que j'étais avant. Ça marche moins bien avec le demi-maquillage comme ça. Mais du coup, oui, ça fait 1 an que je prends de la testostérone, que du coup, j'ai entamé mon parcours de transition hormonale. Et c'est une date aussi un peu symbolique parce que je voulais que ce soit 1 mois pile après mon anniversaire. Voilà. Du coup, le mois dernier, à la même date, je fêtais mon anniversaire. Là, c'est le testoversaire. C'est génial, il y a plein d'anniversaires du coup. Et bon anniversaire. On est hyper contents justement que ce soit aujourd'hui, qu'on puisse en parler. C'est même pas fait exprès, mais c'est trop cool. En plus, jour pour jour, non? Ah bah oui, on est vraiment jour pour jour, quoi. Génial. Est-ce que tu peux nous raconter ce parcours du moment où tu t'es dit j'y vais à où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment 6 mois de réflexion très intense par rapport à ma voix. Parce que, en tant que prof, oui, mais chanteur, c'est toutes les vidéos voici ma voix souhaitée sous 2 mois, 3 mois, machin. Et à un moment, j'avais juste peur que ça parte en cacahuète et que ça mue et que ce soit incontrôlable et que du coup je perde ma voix et que là je perde pas ma vie, mais une partie de toi, quoi. Ouais, vraiment. Que ça me démoralise et que ça me détruise, en fait. Parce que, mine de rien, c'est mon outil de travail. Complètement. Et ouais, non, ça aurait été terrible. Donc c'est pour ça que, peu après avoir commencé, je me suis dit, ok, je vais voir une orthophoniste, je prends une coach vocale, on sécurise. Et que oui, j'ai fait 6 mois du coup de réflexion et de recherche, demandé à des personnes concernées, tout ça, des potes autour de moi. Je suis allé voir des témoignages sur YouTube, sur Instagram. Enfin bref, j'ai vraiment ratissé tout Internet et aussi auprès des personnes que je connaissais pour me dire en gros, ok, je fais quoi concrètement, sachant que c'est pas possible, et ça c'est ce dont j'avais le plus peur aussi, c'est pas possible de savoir exactement ce à quoi tu vas ressembler, quels effets tu vas avoir et tout ça, parce que ça dépend de chaque personne. Voilà. Du coup, j'ai eu ce truc de on tente. Mais j'ai commencé par sécurité, par la microdose, justement, parce que déjà même l'année dernière aussi, au même moment, j'étais dans un chamboulement de ma vie total. Au-delà de la transition, déménagement, etc. à venir. Très vite, genre 3 semaines après, je devais partir de chez moi, quoi. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais, et avec l'impératif que le logement où je vivais, en colocation, devait être vendu, donc vraiment il y avait ce truc de... Fallait vite partir. Voilà. Donc oui, j'ai commencé par la microdose et il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu ce truc de let's go, on fait la première piqûre avec en plus le fait que j'ai un peu une phobie des aiguilles. Ah oui, ça aide pas. Ce qui est très dommage finalement parce que à moins d'avoir pas mal de sous, d'ailleurs c'est assez terrible que ce soit aussi cher le gel. J'ai oublié comment il s'appelle parce que je ne l'utilise pas, mais parce que c'est possible de faire aussi la transition avec du gel. Ok.
mais c'est hors de prix. Du coup, il reste les injections, quoi. Donc j'ai opté pour ça. J'allais voir une personne, bref, qui m'aidait à avoir la voix un peu plus grave, parce que je me disais, ok, à tout moment, j'ai pas besoin de latter et tout ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé en février l'année dernière, du coup, sur l'après Supernova m'a fait dire, ah, si, ok, en fait, c'est pas juste à voir. Et du coup, j'ai commencé par la microdose, et l'été dernier, là, je me suis dit, peut-être on augmente un peu. Et voilà, je suis happy en soi, parce que les effets me conviennent. Après, en un an, c'est vrai que je faisais par plein d'étapes différentes. Ouais. Mais le bilan est plutôt très positif. Et au niveau de la voix, puisque tu es accompagnée, finalement, au niveau du chant, ça n'a pas eu d'impact Un peu, parce que forcément, il y a des notes que je ne peux plus atteindre. Mais ça a aussi débloqué ma capacité à atteindre des notes qu'avant je ne pouvais pas atteindre. Ah, ok. Et ça, c'est fun, genre dans les graves, de m'amuser un peu, quoi. De m'amuser un peu, d'avoir un son différent, de pouvoir me balader dans d'autres registres. C'est vrai que je mets des paillettes, alors forcément. Au pire, il restera quelques paillettes, c'est pas très grave. Mais ouais, je suis en train de retrouver une zone de confort. C'est pour ça que j'ai fait moins de performances chantées sur l'année qui est passée, là. Mais je continue quand même, parce que le pire, ce serait de me dire, ah non, j'arrête, parce que c'est inconfortable, parce que machin, genre. Je suis toujours dans ce truc de faire confiance quand même au process, de continuer, et surtout le fait que je sois bien entouré, effectivement, professionnellement et personnellement, ça aide. Et ma question, c'est aussi comment des professionnels de santé gèrent ces questions-là. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était difficile pour eux parce que c'était assez rare, ou est-ce que justement l'accompagnement a été bon Alors, ma coach vocale n'avait jamais bossé avec des personnes trans jusqu'ici, mais elle est extraordinaire. Donc, il n'y a pas eu de problème. C'est ça aussi qui m'a, au début, fait hésiter à me dire, est-ce que je commence un truc avec elle ou pas ? Et puis, c'est une personne tellement à l'écoute, disponible et open et jeune, on va pas se mentir. Ça joue aussi, que ça se passe très bien. Et mon orthophoniste, en fait, la santé en tant que personne queer, c'est vraiment un mood. C'est-à-dire que c'est plus facile de trouver des gens safe en faisant appel à tes copains, à ton cercle proche, en mode ok, qui est-ce que tu me conseilles et tout ça. Il y a aussi des initiatives sur les réseaux sociaux pour répertorier des professionnels de santé safe qui sont genre des cartes à remplir. Mais ouais, non, c'est un défi. C'est un défi. Pendant 3 ans, j'avais pas de médecin traitant, tu vois. Et encore, c'est pas énorme pour une personne queer, mais ouais. Et lié au fait que c'est difficile pour eux de s'occuper. Surtout, généralement, il n'y a pas de formation adéquate. Ouais, c'est ça. Alors que, je sais pas, genre, c'est important. Et que justement, pour le traitement, il faut que ce soit suivi par un médecin traitant ? Surtout médecin traitant / endocrinologue, en fait, c'est ça. Genre, la première personne que j'ai vue, moi, était... Waouh. Compliqué, c'est-à-dire que je suis allé du côté de chez mes parents et j'ai testé, voilà. J'ai testé. Je savais pas forcément quoi en penser à la base, parce que personne m'avait dit mais si, il va l'avoir, elle est super. Mais j'avais pas non plus de j'avais pas vraiment d'avis, j'avais pas trouvé d'avis. Je me suis dit elle est à côté de chez mes parents, j'y vais le week-end prochain, let's go. Et d'ailleurs, c'était l'année dernière au moment de mon anniversaire, tu vois, genre c'est le moment où je me suis dit ok, donc je fais mon anniversaire, en même temps je prends mon premier rendez-vous en doc et tout ça. Je suis ressorti de là complexe. En fait, des questions très intrusives. Généralement, c'est ça, c'est que quand il n'y a pas de formation, ou quand il y a aussi juste une transphobie intériorisée et qui est juste
là, quoi. Tu peux avoir des questions vraiment délicates, des trucs de mais vous êtes sûr, mais vous avez pensé à ça, mais du coup si machin. Au-delà de la maladresse, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Et si jamais, oh là là, tu as le malheur en tant que personne trans de ne pas avoir des papiers qui correspondent, alors là, c'est... mais du coup, pourquoi est-ce que vous me dites que c'est il, sauf que là, je vois qu'il y a un F sur votre carte d'identité. Enfin, ouais, et ça, c'est pas que avec les professionnels de santé, hein, malheureusement. L'administration française... Oui. 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 Mais voilà, après, j'ai eu une autre endocrinologue qui était super, qui malheureusement est partie. Et là, j'en ai un à nouveau qui est top. Donc, Yes. c'est un peu le parcours du combattant pour trouver des endocs safe, sincèrement. Et aussi pour avoir des rendez-vous. Hein. Le délai de rendez-vous. Ok. Oui, donc une fois qu'on a l'idée, en plus, c'est même pas instantané, quoi. Il faut vraiment... c'est un long aussi parcours de santé, en fait, aussi, quoi. Oui, totalement. Et après, est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui rentrent en jeu quand on a ce parcours de transition ? Ça dépend. Après, pour les personnes qui veulent faire des chirurgies, oui, ça, du coup, tu vas aller voir un chirurgien, chirurgienne. Mais après, c'est très personnel. En fait, chaque parcours de transition est très personnel. Mais si on parle d'un parcours hormonal, effectivement, il faut une endocrinologue pour avoir la prescription qui te permet ensuite d'aller à la pharmacie et dire bonjour, je voudrais ça. Là, on a parlé un peu du parcours interne, mais évidemment, il y a le regard des autres. Oui. Et donc, j'avais envie de parler aussi des préjugés, des formes de transphobie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter le parcours du côté du regard des autres ? Alors, les autres proches ou les autres... Alors, on va commencer par les autres éloignés, puis après, on parlera des proches. Ça marche. Les autres éloignés, ouais, j'ai vu l'évolution forcément hein, quand je commençais tout juste et qu'on me disait encore madame, je suis en mode. Et aujourd'hui, ça m'amuse parce que, en fait, certes, je suis une personne trans, mais je pense un peu sur le spectre de la non-binarité. Et du coup, quand je rentre dans un endroit et qu'on me dit madame, que ça m'énerve un peu, qu'après on me dit monsieur, ou que je suis face à cette confusion de la personne en face qui est là en mode. Et je finis par lui dire bonjour. Juste bonjour. Ah oui, il y a une panique. Parfois, ouais, mais pas si souvent. Mais parfois, ouais, parce que dans mon apparence, dans mon expression de genre, j'aime bien avoir un côté un peu androgyne, tu vois. Et parfois, ça pose question parce que non, actuellement, j'ai pas fait de myectomie, peut-être que j'en ferai jamais. Et oui, j'ai la voix grave. Du coup, les gens sont un peu lost parfois et ça me fait sourire, tu vois. Tant que c'est de la maladresse et que voilà, par contre, si c'est vraiment une agression ou quoi, c'est pas drôle, bien évidemment. Mais ouais, aussi apprendre à créer une répartie pour ce genre de personnes. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut presque se créer un... Ouais, c'est ça, écrire qu'est-ce qu'on pourrait répondre, et ça, c'est pas normal. Ouais, je fais pas ça, hein, forcément, mais parfois t'es dans des situations où tu dois réagir un peu comme ça, quoi. Parce que la vie. Mais ouais, il y a ce truc de quand t'es une personne trans, et ça c'est un truc que je reproche pas mal à ma communauté sur les personnes qui sont dans cette binarité, c'est le passing. Et parfois il y a ce jugement intercommunauté de ah oui mais là t'as un passing un peu bof. Passing c'est genre est-ce que tu ressembles à une personne cis ou pas. Et du coup ouais, si tu rentres pas dans les cases d'être hyper masque ou hyper femme pour une meuf trans, un mec trans ou quoi, bon on va te pointer du doigt et tout ça, alors que c'est totalement ok d'être une personne trans et d'exprimer son genre comme on le souhaite. Qu'on soit sur le spectre de la non-binarité ou pas, enfin genre oui, tu peux être un mec trans et mettre du make-up, tu peux être une meuf trans et pas forcément porter des robes ou des jupes tous les jours, enfin, ou avoir de la barbe, enfin, genre, je sais pas, c'est... Ouais, parce que finalement, c'est continuer à mettre dans des cases et à mettre des préjugés, en fait. Et ça, je comprends pas, pour le coup. Ouais. C'est-à-dire qu'on reçoit déjà tellement de violence et d'oppression et on se fait rejeter constamment et c'est pas la peine de se tirer dans les pattes entre nous. Enfin, boire de l'eau. Oui, bon, c'est bien. Enfin ouais, moi je défends vraiment, et c'est peut-être bisounours, mais en même temps j'y crois, ce truc d'adelphité.
on est une grande famille, on est une communauté, donc peut-être on arrête de se tirer dans les pattes. Et au contraire, on est solidaires, quoi. Oui, c'est ça. Et on se soutient et tout ça. Ouais. Et après, on va parler justement du regard des autres, mais cette fois-ci du regard des proches. Tu as beaucoup parlé de ta famille. Est-ce que comment ta famille a reçu le fait que tu faisais un parcours de transition? Si tu as envie d'en parler, bien sûr. Oui, il y a eu plusieurs étapes. Bien avant que je commence les hormones, il y a eu déjà je pense que j'ai envie de changer de prénom. C'est très mal passé. Enfin, avant, il y a eu je suis gender fluide. Mes parents étant d'une génération, voilà, ils ont genre plus de 60 et 70 ans, ils ont juste fait genre, ok, sans vraiment comprendre. Ils n'ont pas compris. Voilà, ce que ça impliquait. Ils ont dit oui, puis après ils ont regardé sur Internet. Je suis même pas sûre. Je leur donnais une définition rapide, tu vois, à l'époque, mais voilà. Donc du coup, je leur disais oui, c'était, enfin, du coup, ni homme ni femme et que ça pouvait changer tout ça. Et voilà, donc il y a eu ce truc de ok, pas de souci, mais continue quand même genre au féminin. Après, je leur ai dit du coup, j'ai envie de changer de prénom. Et c'est très mal passé. Mon père m'a dit des choses que je lui ai pardonnées, mais qui étaient très violentes sur le coup. Et ma mère juste comprenait pas. Et voilà. Donc il y a eu ce moment de ok, bon bah, je coupe les ponts. On s'est pas parlé pendant 1 an. Et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin et puis ouais, ça a été compliqué parce qu'en plus moi je suis enfant unique, donc de base je suis proche de mes parents, assez. et du coup voilà, de me dire ok bah non, pour mon bien-être, pour ma survie limite, je n'ai pas d'autre choix que de couper les ponts et de m'éloigner et de tracer ma route. Et puis voilà. On s'est réconciliés 1 an plus tard, après une grande et importante et longue conversation. Mais nécessaire. Et nécessaire, oui. Et puis bah, c'est l'année dernière que je leur ai dit, bon, en fait, je me sens plus homme, je pense. Même si, voilà, je m'embarque pas à leur expliquer que je suis toujours un peu sur le spectre de la non-binarité, parce que c'est trop complexe et c'est ok. Après, voilà, je suis pour l'éducation genre, populaire, bien sûr, et au rythme de chacune. Voilà, mes parents, ils sont issus de milieux dans lesquels les personnes queer ne connaissent pas, quoi. Donc, bon. Et puis, bien sûr, il y a cette homophobie et cette transphobie sociétale qui font que... et du coup, il y a eu ce truc de on se réconcilie, et du coup, depuis 2 ans, bientôt, on reconstruit une relation. Ah non, pas 2 ans bientôt, non, attends. On est en 2026, 3 ans bientôt. Une relation plus saine. Et du coup, l'année dernière, j'aurais dit, ben voilà, je me sens plus homme, je vais prendre des hormones. Et c'est passé difficilement, mais je leur ai un peu pas laissé le choix, en mode, ben voilà, en fait, j'ai pas envie qu'on revive la même chose. J'ai pas envie de couper les ponts avec vous, mais je veux aussi être honnête, je veux être sincère, et voici ma vérité. Et c'est ton choix. Voilà. Que vous l'acceptez ou non, ben c'est ma vérité, et sachez que j'ai pas envie qu'on s'éloigne encore une fois, et que ben le fait que je vous ai dit ça, ça brise tout à nouveau. Et je pense que compte tenu de tout ce qu'on avait vécu, ben il y a eu ce truc chez mes parents, surtout mon père, de ok, bon, d'accord, peut-être on ne refait pas les mêmes erreurs, peut-être on réfléchit avant de parler, tout ça. Et je me souviens parce que je leur ai dit dans la voiture, alors ça, bon, c'était peut-être pas la meilleure idée, sur le chemin pour aller rejoindre mon meilleur ami. Et je passais l'après-midi avec mon meilleur ami. Ensuite, donc, voilà, ils avaient ce temps de réflexion, process, tout ça. Et puis le soir, je me souviens de mon père qui est venu me chercher et qui me faisait des blagues en mode bon, on va regarder le foot entre mecs et tout. Je suis en mode d'accord, mais enfin t'aimes pas le foot de base. Il disait oui, mais bon, un truc de bonhomme quoi. Enfin bref. Et c'était un peu maladroit, mais c'était drôle et assez touchant en vrai. C'était un peu mignon. Et aujourd'hui,
ils font des efforts, c'est-à-dire que le prénom est passé quasiment à 90% du temps. Allez. Après, je vais pas les voir tous les 4 matins, donc voilà. Il y a ce truc de... ils peuvent pas s'exercer au quotidien, disons. Pour me genrer au masculin, c'est complexe. C'est très complexe. Mais je vois que des efforts sont faits, que voilà, bah, comme je te disais, ils font des petites jokes ou des trucs comme ça. Et aussi, je leur dis aussi en mode, bon, bah, du coup... Voilà, j'aimerais bien que ce soit plus il. Plus souvent, là, pour l'année, cette année, je leur en ai parlé, ils sont OK, on envisage d'aller voir du coup une association locale qui organise des rencontres pour les parents de personnes trans. Donc c'est un peu parfait. Parce que, alors moi, je peux faire tout ce que je peux, entre guillemets. Je ne peux pas faire plus. Et c'est interne à la famille. Bah, oui, c'est ça. Et ils seront... comment dire, plus compréhensifs, je pense, s'ils rencontrent d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui leur apportent peut-être des angles, des points de vue différents, et de se dire « Ah, ok, bon, oui, peut-être on peut aller plus vers ci, plus vers ça. » Voilà. Et entre guillemets aussi, c'est pas à moi de faire tout le travail, tu vois. C'est des deux côtés. De les éduquer de A à Z, exactement. C'est, comme dans chaque relation, quelle qu'elle soit, c'est un échange réciproque. Et là, ouais, concernant ma transidentité, l'accueil de ma transidentité, c'est... on avance, écoute. Le chemin se fait étape par étape. C'est ça. Et en vrai, ça fait plaisir parce que, tu vois, on est parti de... On se parle pas pendant un an à... Aujourd'hui, je reviens tous les 2-3 mois et ça se passe bien. Et je reste pas forcément très longtemps parce que voilà. Mais je reste quelques jours et ça se passe plutôt bien. Et quand il y a des petits accrochages, bah, on arrive à créer un espace de conversation. Tu vois, ça part pas tout de suite dans la dispute. Parce que chacun arrive à mettre ses égos de côté. Ça, c'est cool. Enfin, son égo de côté. Et ça, c'est bien. Et on va terminer avec une toute dernière question pour la fin de ce 6e épisode de In and Out. C'est qu'est-ce que tu souhaites au Rulio de demain ? Comme si tu lui écrivais une petite lettre que tu pourras lire dans quelques mois. D'oser encore plus. Et pas de doser, mais de oser. Surtout pas d'oser, vraiment d'y aller à fond. Ouais, d'oser à chaque fois que Adriel justement peut douter, que je peux me dire genre, je sais pas si je suis capable de faire ci, ou si nanana, ou la peur de l'inconnu, le doute et tout ça. Bah non, vas-y, tu sais quoi, on y va. Et on verra, Pierre, genre. Voilà, c'est un petit bélier sur la table, c'est pas pour rien. Je le montre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il est là. Et de prendre encore plus de place, de s'épanouir, de pas avoir peur aussi d'être plus leader, de diriger, d'être à l'initiative des choses. Voilà, de s'amuser, bien sûr, de s'amuser, de prendre du plaisir, de pas avoir peur aussi de ne pas arriver à faire rire les gens, parce que je te disais, le comique, genre, c'est pas évident. Mais j'aime bien. Et de juste suivre ses envies, en fait, ouais. De s'écouter ? Oui, genre, amuse-toi et have fun. Et si t'as quelque chose à dire, dis-le, genre, exprime-toi, exprime tes émotions. Je crois que c'est une belle lettre qu'on pourrait écrire à Rulio. Merci beaucoup, Rulio, de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi. C'est hyper important. On espère que ça vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour l'épisode 7 avec Pandémaniac. Yay. Merci, Rulio. Bisous.